tarif extérieur commun entre en vigueur en janvier 2015 dans l'espace CEDEAO. À quelques mois de sa mise en application, l'heure est à la formation des agents de l'administration douanière. L'actualité sur le continent reste et demeure la lutte contre le virus Ebola. Ici en Côte d'Ivoire, la lutte s'intensifie. Des mesures prises par le gouvernement invitent les populations à se laver régulièrement les mains. Les populations se ruent vers les désinfectants et autres produits hygiéniques. Le président français François Hollande a tenu ce jeudi la conférence annuelle des ambassadeurs de France, à l'occasion de revenir sur tous les dossiers chauds de l'actualité. Le président français a invité la Russie à respecter la souveraineté de l'Ukraine. Hervé Renard, le sélectionneur national, a rendu public ce matin une liste de 26 joueurs convoqués pour le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone le 6 septembre prochain. Le point dans ce 20h. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes et dans cette demi-heure d'information, vous aurez comme tous les jeudis le dossier de la rédaction, dossier consacré aujourd'hui à l'indiscipline, à l'incivisme et surtout au manque de courtoisie au volant dans le district d'Abidjan. Rendez-vous donc dans une quinzaine de minutes, le temps de parcourir les autres points de l'actualité. Au plan national, commençons par l'économie. Le 15 janvier prochain, en 2015 donc, le tarif extérieur commun va entrer en vigueur au niveau de l'espace CEDEAO. Pour l'instant, l'heure est à la formation sur la maîtrise du fonctionnement de ce tarif extérieur commun qui est différent de celui de l'UEMOA. Une formation des agents a été initiée par la Direction générale des douanes ivoiriennes. Le compte-rendu de Francis Boafo. Le tarif extérieur commun de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, TEC-CEDEAO, est un droit de douane commun aux 15 États membres de l'Union. Il s'agit donc d'appliquer les mêmes taux que ceux qui sont appliqués au Nigeria, que ceux qui sont appliqués au Sénégal, que ceux qui sont appliqués au Togo, au moment où les marchandises qui entrent dans nos pays sont dédouanées. Donc le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Il se caractérise surtout par une catégorie de droits et douanes qui seront taxés à 35%, alors que jusque-là, au niveau du TEC de l'UEMOA, le taux de droits de douane le plus élevé est de 20%. Adopté par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en octobre 2013 à Dakar, le TEC-CEDEAO entre en vigueur le 1er janvier 2015. Pour s'approprier le processus TEC, la Direction générale des douanes ivoiriennes a initié cette formation au bénéfice de ses agents. Les participants seront formés sur la nomenclature, c'est-à-dire la liste des marchandises, les différents taux des droits de douane, notamment le taux de 35%, les implications de ce taux-là. Ensuite, les mesures d'accompagnement du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Déjà, un comité est mis en place au niveau des douanes pour l'intégration du TEC dans notre arsenal informatique. Outre les douaniers, seront formés les transitaires, les commissionnaires en douane exerçant en Côte d'Ivoire sur le tarif extérieur commun CEDEAO. L'idée est de faciliter la mise en œuvre de cet outil d'intégration sous-régionale. L'actualité reste et demeure la lutte contre le virus Ebola. Ici en Côte d'Ivoire, la lutte s'intensifie. Des mesures prises par le gouvernement invitent les populations à se laver régulièrement les mains, à ne pas se serrer les mains et même à éviter les accolades. Ces mesures du gouvernement ont amené les populations à se ruer vers les désinfectants et autres produits hygiéniques. Le constat de nos reporters Eve Boué et Franck Kouadio. Pas un pas sans son gel-main. Craig, expatrié anglais, vit et travaille en Côte d'Ivoire. Depuis l'annonce des récentes mesures préventives contre le virus Ebola, il ne se sépare plus de son petit tube translucide. J'utilise ça parce que il faut, pour moi, un blanc ici, il faut mettre l'exemple aux gens qui pensent que c'est pas sérieux l'histoire d'Ebola. Donc j'ai dans mon sac ici, dans mon porte-valise à la maison, j'ai donné tout ça à mes enfants, ma femme, tout le monde. En format poche ou familial, ces produits sont prisés par les populations. Se laver régulièrement les mains, éviter de se serrer les mains et de faire des accolades, des mesures préventives contre le virus Ebola, mesures scrupuleusement respectées. C'est depuis la semaine passée, moi j'étais en congé. Alors, quand je suis venu, j'ai trouvé ça au bureau, quand je suis allé avec mon patron, j'ai vu ça là-bas. Il m'a dit, il faut qu'on achète un pour mettre dans la voiture aussi. C'est là que je suis venu acheter. Ces produits-là sont utilisés toujours, ce n'est pas par rapport à Ebola spécialement. Ces produits sont préconisés en général
pour essayer d'anéantir un peu les microbes, voilà, puisque la mer est exposée en général. Dans les lieux de vente, supermarchés et pharmacies, le gel est rare sur les étagères. Après le dernier communiqué donc, qui interdisait donc, à la population de se serrer la main, en tout cas les gels mains ont commencé à s'arracher comme de petits pains en tout cas. Donc on a pratiquement doublé, triplé même nos commandes. Pénurie de produits d'hygiène dans les lieux de vente. Consommateurs et restaurateurs ne s'en passent plus. De nouvelles habitudes sont nées. Le gel main, on l'utilise pour prévenir tout risque contre le virus. Puisque nous manipulons les aliments, les verres et tout ce que la clientèle utilise ici pour manger. Pour des mesures préventives, voilà, nous avons ça pour nous désinfecter les mains à chaque 30 minutes. J'utilise ce produit quand je veux toucher les plats pour faire les plats emportés ou soit pour servir un client, j'en ai besoin pour essuyer mes mains. La ruée vers ces petits tubes translucides traduit la bonne disposition des populations à suivre les mesures préventives prises par le gouvernement. Pour avoir consommé de la viande de rat que son piège a attrapé au campement, Bernard Gueye a été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal de Guiglo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Retenons que l'acte posé par Gueye n'est pas un exemple à suivre. La lutte contre ce virus Ebola se poursuit au Libéria. L'épidémie inquiète également les ressortissants guinéens de Paris. Le point de la situation. Des chiffres alarmants. En 6 jours, 454 personnes supplémentaires contaminées par le virus d'Ebola. 125 malades morts. Le constat de l'OMS est sans appel. Le virus qui sévit au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée et au Nigeria progresse de manière accélérée. L'organisation internationale s'attend à plus de 20 000 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola dans les prochains mois. Pour stopper la progression de l'épidémie d'ici à 3 mois, l'OMS affirme avoir besoin de 490 millions de dollars. Boubacar Diallo avait prévu de passer ses vacances en Guinée, son pays natal, avec sa femme et ses enfants. Plus de voyage. Il a annulé au dernier moment à cause d'Ebola. L'épidémie s'est accentuée. Il ne veut pas prendre de risques avec un enfant en bas âge. À l'ambassade de Guinée, à Paris, quand on évoque Ebola, avec ceux qui se préparent à partir, il y a les inquiets et les confiants. Il ne faut pas fuir ce pays parce qu'il y a cette maladie. Une maladie partout où tu es dans le monde, ça peut arriver. Une réunion de crise sur l'épidémie Ebola a eu lieu ce jeudi à Accra, la capitale du Ghana. Réunion durant laquelle le dernier bilan des victimes du virus doit être officiellement publié. Selon Tom Frieden, directeur du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, le monde n'a jamais vu une épidémie d'Ebola comme celle-ci. Pour la fièvre typhoïde, un vaccin existe. Les populations de la région du Humboldt en ont bénéficié dans le cadre d'une campagne initiée par les équipes de médecins de Children of Africa. À Timbé, ce sont 650 enfants de 3 à 15 ans et des femmes en âge de procréer qui ont été immunisées contre la fièvre typhoïde. À Niéméné, 700 personnes ont reçu leur dose de vaccin contre cette maladie dite des messales. Ce sont donc au total 1350 femmes et enfants qui ont été vaccinés. Pour la deuxième journée de cette campagne initiée par la Fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, l'accent a été mis une fois encore sur la nécessité d'une bonne hygiène de vie. Maman Dominique Ouattara nous envoie vers vous, parents, enfants, tout le monde ici ce matin pour vous vacciner contre une maladie qu'on appelle la fièvre typhoïde. Est-ce que vous êtes contents? Oui! L'occasion également pour le docteur Maramani Sissé, médecin du centre de santé urbain de Timbé, et Cassie Georges Lazare, directeur départemental de la santé et de la lutte contre le sida, de remercier Madame Dominique Ouattara pour son engagement en faveur des populations démunies. Je tiens vraiment à remercier la Fondation Children of Africa parce que c'est une pathologie qui est assez fréquente dans nos communautés. Pratiquement chaque mois, nous enregistrons des cas de fièvre typhoïde. C'est un point de départ qui va permettre à la population d'être bien protégée contre cette maladie. Prochaine étape, Katiola, la capitale du handball.
C'était le compte-rendu de Abiba Dambélé. Autre point de l'actualité, la validation des guides sectoriels de bonnes pratiques en matière de développement durable. C'est une séance initiée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable qui a pour objectif de mettre à la disposition du grand public les outils nécessaires à l'adoption d'un comportement éco-citoyen. Explication, Grace Kando. La prise en compte des questions environnementales dans les projets de développement, une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Pour une meilleure évaluation des actions de développement durable, un projet de guide sectoriel de bonnes pratiques a été élaboré. Cet atelier a donc pour objectif de valider avec toutes les parties prenantes la mise en œuvre de ce guide. Qui dit bonnes pratiques, c'est des manières de faire, des manières d'être, des manières de se comporter pour que le pays ou le citoyen lambda puisse s'inscrire dans le mouvement du développement durable qui apparaît aujourd'hui comme le gage, comme la balise essentielle pour l'émergence de notre cher pays à l'horizon 2020. Cette rencontre qui dure 2 jours sera l'occasion de mettre à la disposition du public des outils pour l'adoption de comportements éco-citoyens. Il n'y a pas d'action concrète en tant que telle. Et on aimerait bien proposer quand même qu'il y ait une communication, notamment quand on voit les gens jeter des ordures ça et là dans la rue. On pense qu'il y a une sensibilisation à faire à la base. Et aussi les universités dans lesquelles nous enseignons, nous pensons qu'il devrait avoir des matières pour quand même en permettre aux étudiants d'être sensibilisés sur la chose du développement durable. Nous avons un volet santé concernant donc la gestion des déchets. D'un volet donc concernant l'hygiène au niveau donc de nos habitations, l'hygiène corporelle et bien sûr pour ce qui est d'actualité, l'hygiène au niveau du lavage des mains. Ce document de synthèse des bonnes pratiques obtenu au thème de cet atelier sera vulgarisé auprès des différentes couches sociales. Dans quelques instants, le dossier du jeudi consacré à l'indiscipline, à l'incivisme, au manque de courtoisie au volant. Le reste de l'actualité avec tout d'abord le déroulement des inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Ces inscriptions prennent fin demain vendredi. Le point de la situation avec nos reporters Konaté Moussa, Grace Kando. Ils n'ont que 2 jours pour s'inscrire et demeurer dans l'effectif de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces étudiants retardataires ont pris d'assaut les différents guichets pour les inscriptions de l'année académique 2013-2014. Bousculade, impatience à la scolarité centrale. Les étudiants remplissent les formalités d'inscription ce jeudi 28 août, veille de la date butoir. Étant en voyage, c'est, disons, ce dimanche, pendant le journal télévisé, que j'apprends que le dernier délai des inscriptions, c'est ce vendredi 29. Voilà, donc je suis là pour essayer de finaliser mon inscription. J'ai payé mon inscription à la banque il y a maintenant 3 semaines de cela. Maintenant, ce qui me reste, c'est la finalisation. Et c'est ce qui cause problème. Vous voyez cette foule qui est là. Je me réjouis parce que voilà, là, je viens de finir le processus et j'ai maintenant ma carte d'étudiant. Je suis donc dans le fichier de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis vraiment très heureux. Plusieurs moyens sont déployés par les responsables de l'université pour accueillir le maximum d'étudiants. Un amphi est même transformé pour la circonstance. Nous savons que les étudiants viendraient, donc il fallait accroître notre capacité d'accueil et de production des cartes. Les moyens ont été à la hauteur de l'attente et nous pouvons dire que les résultats escomptés sont là. Il nous restait 17 000 étudiants à pêcher. En ce moment, nous en sommes pour les inscrits à peu près à 8 000. Il reste donc 9 000 à pêcher. Je répète avec force, au soir du vendredi 29 août 2014, ceux qui ne se seront pas inscrits ne feront pas partie de notre effectif. Les inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont démarré le 8 janvier 2014. Elles concernent tous les étudiants de la première année au doctorat de l'année académique 2013-2014. Plus de 2000 jeunes ont reçu du matériel dans le cadre de l'exécution du programme de création emploi. Les bénéficiaires sont des régions du Korogo, Boaké, Guiglo et Aboasso dans la région du Sud Comoé. Ce matériel destiné aux jeunes est estimé à 148 millions de francs CFA, nous dit notre reporter Francis Boifo. Cette remise de matériel de salubrité et d'équipement d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA
à une cinquantaine de jeunes d'Aboisseau fait partie des 148 millions d'équipements remis à 2048 jeunes. Ces jeunes proviennent de 32 localités choisies par le projet C2D Emploi en Côte d'Ivoire. Ces équipements permettront aux bénéficiaires du projet relatif au TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, de travailler dans de meilleures conditions. Je voudrais aussi donner de l'espoir aux autres jeunes qui n'ont pas été retenus, parce qu'au-delà des IMO, il y a aussi d'autres volets, notamment des volets de formation, des volets de mise en stage, l'entrepreneuriat, et même 12 600 jeunes vont bénéficier d'un appui et des kits d'installation pour créer leur propre activité générative de revenus. Les 148 millions de matériels offerts s'inscrivent dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D, emploi signé entre l'Agence française de développement AFD et le gouvernement ivoirien. Ce sont au total plus de 10 milliards de francs CFA que l'AFD a mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire sur la période 2012-2015 pour lutter contre le chômage. Le projet C2D Emploi vise 18 500 jeunes. L'indiscipline, l'incivisme et surtout le manque de courtoisie au volant. Des attitudes auxquelles se livrent chaque jour les automobilistes sur nos routes. Des comportements qui sont à la base des embouteillages et de plusieurs accidents de la circulation dans le district d'Abidjan. Ils sont donc nombreux, ces automobilistes, qui refusent de céder le passage à certains usagers, même en difficulté. Alors, qu'est-ce que c'est que la courtoisie au volant? À quel moment parle-t-on de courtoisie au volant? La courtoisie au volant fait-elle partie du code de la route? Les réponses dans ce dossier proposé par Koné Pargassoro. Nous sommes dans la commune d'Adjami. À ce point d'intersection, non loin de la gare routière, pas de feu lumineux tricolore. Les automobilistes essaient de se frayer un chemin. Invectives, clous de klaxons intempestifs. La courtoisie au volant, une notion ignorée. L'indiscipline et l'incivisme des automobilistes sur les routes, mais surtout le manque de courtoisie au volant, des attitudes qui ne sont pas sans incident. Ici, par exemple, aucun de ces automobilistes n'a voulu être courtois. Chacun persuadé avoir la priorité. Il a fait ma main gauche, doucement, doucement. Il s'est engagé pour dépasser. Il s'est rentré en bas de moi. Non. Moi, j'étais devant eux, hein, puisqu'il y avait une voiture devant moi. J'étais arrêté là. Ils sont venus me trouver là. Des incidents qui pourraient être évités selon Tabitra, directeur de la formation à l'Office de sécurité routière, OSER. Pour ce consultant en sécurité routière, la courtoisie est une attitude de civilité disciplinaire. L'usager prioritaire cède le passage à l'automobiliste en difficulté. La courtoisie au volant est donc une règle du code de la route. Naturellement, la courtoisie fait partie du code de la route. Et qui parle de courtoisie parle de celui qui laisse son droit au profit de celui qui n'a pas le droit. Selon Tabitra, les conducteurs doivent donc respecter la charte de la route dont voici quelques recommandations. Je garde mon sang-froid en toutes circonstances et ne m'énerve pas dans la circulation, notamment en cas d'encombrement. J'accepte le rythme de conduite des autres usagers hommes et femmes, en particulier des conducteurs inexpérimentés ou âgés. Sur la route, j'évite de monopoliser la file de gauche et je me rabats aussitôt après avoir doublé un véhicule. Des recommandations qui, selon certains usagers, si elles sont respectées, permettront d'éviter embouteillages et accidents de la circulation. Pour quelqu'un qui a passé son permis, il doit avoir la maîtrise de la chose pour éviter l'embouteillage. Il s'agit souvent aussi de l'indiscipline aussi de nous-mêmes les chauffeurs. Parce que souvent, tu peux voir ton collègue en train de venir, au lieu de le laisser passer, tu veux forcément aussi passer. C'est ça aussi souvent qui crée de la politique. Pour les moniteurs d'auto-école, ces recommandations sont enseignées aux différents candidats. Ils disent insister surtout sur la règle de la courtoisie au volant qui pour eux doit être un réflexe. On leur parle de la courtoisie au volant, on leur dit lorsque vous êtes au volant, il faut être beaucoup courtois. Le fait d'être courtois, c'est pas une règle en tant que telle, c'est la gentillesse au fait de vous aider entre vous pour pouvoir vite faciliter les choses. Courtoisie, ça fait partie même des modules de formation à l'auto-école. Je dirais même la base. L'incivisme et l'indiscipline sur les routes
le manque de courtoisie au point d'intersection. Une situation qui favorise le désordre. Ces enfants, par exemple, des vendeurs de sachets, n'hésitent pas à se disputer en plein carrefour sans aucune crainte des véhicules. Situation particulière qui oblige à Touré à devenir par la force des choses un agent régulateur de la circulation. À chaque arrêt, il y a trop d'embouteillages. Donc c'est par rapport à ça que, que j'ai l'habitude de venir régler l'embouteillage. Les chauffeurs de minicars appelés communément Baka sont aussi indexés. Ils seraient les usagers les plus indisciplinés de la route. Quelqu'un qui ne respecte pas piéton, c'est pas voiture, il va respecter. Il y a d'autres cas où il peut boire au moins 5 à 6 sachets, il est saoulé. Est-ce que vous pensez que la personne va respecter quelqu'un? Des accusations réfutées. Il faut plutôt voir du côté des véhicules personnels. On subit beaucoup de choses sur le terrain avec les soi-disant personnels. Ils ne sont pas du tout gentils. Et à chaque fois, on a toujours des difficultés avec ceux-là. Moi seulement, si le veut passer, il veut lui laisser le passage. Il faut être tolérant. Si l'autre est plus pressé que toi, tu peux le laisser passer. Le manque de courtoisie au volant. Une attitude qui, selon l'Office de sécurité routière OSER, multiplie par 2 le risque d'accident. Les responsables de cette structure estiment à 7375 le nombre d'accidents en 2012, avec 488 tués et 4883 blessés graves et 2003 légers, soit 6,61%. À 10 365 le nombre d'accidents en 2013, avec 844 tués et 6 863 blessés graves et 2658 légers, soit 8,14%. Des chiffres qui poussent les responsables de l'Office de sécurité routière à interpeller l'ensemble des usagers à plus de prudence sur les routes et à être plus courtois au volant. C'était le dossier de ce 20h proposé par Kone Pargasoro et Franck Wadio du service Société de la rédaction. L'actualité à l'étranger, première escale, le Niger, où le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a été rattrapé par l'affaire des bébés volés, traqué par la justice. Il a fui le pays, tout simplement. Nous avons pris la décision de répondre favorablement à la requête du gouvernement afin que la justice puisse entendre et arrêter notre collègue Hama Amadou. À l'unanimité, les 7 membres présents du bureau de l'Assemblée nationale à Niamey ont décidé de lever mercredi l'immunité parlementaire de Hama Amadou autour de sa chaise vide. 4 députés de l'opposition ont boycotté la réunion. Ils dénoncent une procédure illégale. Nous estimons qu'il y a manifestement une intention de violer cette constitution. Il y a une intention de ne pas respecter la loi fondamentale, les lois et les règlements de la République. Avant d'être convoqué par la justice de son pays, Hama Amadou a pris les devants et fui clandestinement dans la nuit de mercredi à jeudi vers le Burkina Faso. Le président de l'Assemblée nationale nigérienne, devenu chef de l'opposition, est soupçonné d'avoir acheté des bébés au Nigeria dans le cadre d'un vaste trafic. Dès l'annonce de cette levée d'immunité, de nombreux militants et sympathisants ont pris d'assaut le siège du parti de Hama Amadou, déterminés à soutenir leur leader dans cette épreuve. Le président français François Hollande a tenu ce jeudi la conférence annuelle des ambassadeurs de France, l'occasion de revenir sur tous les dossiers chauds de l'actualité internationale. C'est un exercice annuel, la conférence du président français aux ambassadeurs. François Hollande a évoqué un contexte international d'une extrême gravité. Premier point abordé, l'État islamique et les atrocités commises en Irak et en Syrie. La communauté internationale doit préparer une réponse humanitaire et militaire sans Damas. Bachar el-Assad ne peut pas être un partenaire de la lutte contre le terrorisme. C'est l'allié objectif des djihadistes. Et il n'y a pas de choix possible entre deux barbaries. Toujours pour lutter contre le terrorisme au Proche-Orient, François Hollande réclame à l'ONU un soutien exceptionnel pour rétablir l'État libyen. Sur le conflit israélo-palestinien, c'est cette fois l'Europe que sollicite le chef de l'État français. Elle doit s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution et ne pas laisser les États-Unis agir seuls. François Hollande a souvent été accusé de faire cavalier seul, mais l'ampleur des crises actuelles le pousse au changement. L'Union européenne ne peut pas tout attendre d'un ou de deux États membres.
je dirais essentiellement d'un, c'est-à-dire la France, pour assurer l'essentiel de l'engagement budgétaire et humain au bénéfice de la sécurité de tous. En plein cœur de l'Europe, l'Ukraine préoccupe également François Hollande. Il a évoqué la crise la plus grave depuis la fin de la guerre froide. L'épreuve d'une présence militaire russe sur le territoire ukrainien s'amoncelle. La Russie doit contrôler effectivement sa frontière et en terminer avec les transferts d'armes et de matériel. Et bien sûr, s'il était avéré que des soldats russes sont présents sur le sol ukrainien, ce serait intolérable et inacceptable. Ne soyons pas des somnambules, restons vigilants, a conclu le président français, après une heure passée à démontrer que la France restait bien présente sur tous les fronts. Poursuivons l'actualité internationale avec des brèves en images. Commençons par l'avenir de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, accusée de négligence dans l'affaire Bernard Tapie. Elle exclut de démissionner de son poste. 3 ans après la démission de Dominique Strauss-Kahn, le Fonds monétaire international de nouveau dans l'embarras avec la mise en examen de sa directrice générale, Christine Lagarde. L'institution va devoir décider si elle renouvelle ou non sa confiance à la dirigeante française qui exclut pour sa part de démissionner. Christine Lagarde conteste sa mise en examen en France pour négligence dans l'affaire Tapie du temps où elle était ministre des Finances. Après 22 ans de prison, le tueur à gages attitré de Pablo Escobar est sorti de prison. Bras droit du puissant trafiquant de drogue colombien mort en 1993, celui qui se faisait appeler alors Popeye a avoué avoir commis 300 assassinats et en avoir commandité 3000 autres pour le compte du cartel de Medellín. Âgé aujourd'hui de 52 ans, John Jairo Velázquez, de son vrai nom, a bénéficié d'une remise de peine pour bonne conduite et collaboration avec la justice. Nouvelle zone de tension pour Israël, cette fois sur le plateau du Golan, à la frontière avec la Syrie. Un soldat et un civil israélien ont été blessés mercredi par des tirs d'obus lors de violents affrontements côté syrien entre l'armée de Bachar al-Assad et des rebelles du Front al-Nosra, la branche locale d'Al-Qaïda. Les islamistes se sont emparés de l'unique point de passage entre les parties syriennes et israéliennes, point de passage surveillé par les Nations Unies. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été représenté par le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président turc. Recep Erdogan est désormais officiellement pour 5 ans le nouveau président turc. Lors de la cérémonie d'investiture, les députés des principaux partis d'opposition ont tout simplement quitté le Parlement pour signifier leur colère. Voilà. Terminons avec du sport football. Hervé Renard, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, a rendu public ce jeudi la liste de 26 joueurs convoqués pour le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone du 6 septembre prochain, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015. Daniel Kouebi. Daniel Akpa-Akpro, Constant Djakpa. 26 joueurs composent la liste du nouveau sélectionneur national. 3 gardiens de but, 10 défenseurs, 8 milieux du terrain et 5 attaquants. Lors de sa première conférence de presse, Hervé Renard avait annoncé son envie de refaire et de recomposer la défense ivoirienne. C'est chose presque faite, le chantier démarre avec la liste des défenseurs convoqués pour le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Sur 10 retenus, 2 absences de taille, celle de Zokora Didier Maestro et celle de Touré Kolo Habib. On apporte un peu de sang neuf en espérant qu'on en découvrira un qui soit à la hauteur des 2 joueurs que vous avez nommés quand ils ont débuté leur carrière internationale. 2 jeunes défenseurs nationaux vont faire leurs armes sur le plan international. Franck Kessié du Sela Club et Ouattara Ousmane du CW Sport de San Pedro. Roger Assalé, le meilleur buteur du CW, fait aussi partie du groupe. Doumbia Seydou du CSKA Moscou, qui n'avait pas été retenu pour le mondial du Brésil, fait son retour au sein de la sélection. C'est quelqu'un qui a prouvé qu'il était capable de marquer beaucoup de buts dans un championnat qui est loin d'être facile. La situation sanitaire du moment pourrait être un frein dans la libération des internationaux. Elle inquiète certainement tout le monde, notamment en Europe. Quand on est un peu loin de la situation, on est toujours un peu craintif. Et il faut se mettre aussi à la place des clubs qui ont
des objectifs très élevés comme Manchester City. Et comme Yaya Touré est un élément essentiel de cette équipe, c'est normal que le club se pose des questions. La liste des joueurs convoqués est désormais connue, mais où se jouera le match du 6 septembre prochain face à la Sierra Leone. Encore 10 jours pour que les choses se précisent sur la tenue ou non de ce match important. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Edouard Kofi Sakra, assisté de Arlène Poka et supervisé par Justine Diké. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information à 23h avec Maïsako. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.